Bonsoir à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'animer cette première conférence qui sera de deux parties là, cette semaine puis la semaine prochaine sur l'athérosclérose. Cette semaine, on a la chance on a deux conférenciers. Le premier conférencier est Dr. André Roussin. Plusieurs d'entre vous connaissent Dr. Roussin. Ça vaut peut-être la peine quand même de le présenter. Des fois, il y a des gens qui ont entendu son nom, mais qui savent peut-être pas nécessairement le détail de qui est Dr. Roussin. Peut-être que vous savez que c'est probablement le membre fondateur je pense que je peux dire important là, dans le développement de la Société des sciences vasculaires du Québec. Dr. Roussin a fait sa formation de médecin en médecine à l'Université de Montréal. Par la suite, il a complété sa formation postdoctorale en médecine interne. Puis, il a fait différents stages aux États-Unis, à Iowa City, aussi à San Francisco, à UCSF, puis aussi à l'Université McMaster dans le domaine vasculaire. Puis à son retour en 85, c'est lui qui a développé, qui a pris en charge le laboratoire de médecine vasculaire au CHUM, au campus Notre-Dame. Puis, et bon, évidemment, maintenant, sa carrière se poursuit au CHUM depuis 2017. Puis, donc, Dr. Roussin est professeur agrégé au département de médecine. Il était impliqué dans différentes publications, chapitres de livres, publications de livres en médecine vasculaire. Puis, il a aussi été président de Thrombose Canada, puis il co-dirige actuellement les guides pratiques à Thrombose Canada. Donc, on a quand même quelqu'un là, qui a une excellente notoriété pour nous parler de l'athérosclérose. C'est aussi le président sortant de la SSVQ. Là. Donc, sans plus tarder, là, je laisse la parole à Dr. Roussin. Merci, Pierre. Alors, on va parler d'athérosclérose aujourd'hui et la semaine prochaine. Et dans les prochaines 40 minutes, je vais vous détailler, mais de façon intégrée, les grands syndromes pour avoir une idée générale sur comment répondre aux patients qui vous demandent c'est quoi ça ma maladie, qu'est-ce que c'est l'athérosclérose. Puis dans la deuxième partie de ma présentation, avant que Christine Lapointe parle de l'approche non pharmacologique, je vais m'attarder à l'antithrombothérapie, autrement dit les antiplaquettaires principalement, soit dans la maladie vasculaire cérébrale, la maladie coronarienne ou artérielle périphérique. Quoi faire quand 2 ou 3 de ces champs-là sont simultanément touchés? Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt reliable à cette présentation. Et d'entrée de jeu, voici une diapositive classique qui représente en fait bien le décours sur une vie de l'athérosclérose qui commence à l'adolescence par des artères qu'on espère normales chez la plupart des patients qui n'ont pas d'hypercholestérolémie familiale, mais qui, avec les années, suite aux facteurs de risque, la façon classique de le décrire, qui est toujours exacte, c'est une strie lipidique, je m'excuse, qui se développe par son épaisseur pour devenir une plaque en haut de 1,5 mm étant le critère actuel. Pour finalement, quand on atteint des degrés de 40 à 50 %, on parle plutôt de sténose. Et à ce stade, les patients peuvent avoir de la claudication, voire de l'angine stable. Mais quand il s'ajoute une fissure, une rupture ou une érosion de la plaque, c'est là que surviennent les choses les plus graves. Autrement dit, l'athérosclérose devient l'athérothrombose. Puis là, on parle d'angine instable, d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire. On peut aussi développer de l'ischémie critique des membres inférieurs. Et bien entendu, on peut faire un arrêt cardiaque là-dessus et en mourir. Le concept d'inflammation est quelque chose qui, depuis presque maintenant 20 ans, a fait surface dans le domaine de l'athérosclérose, où avant, on considérait que l'athérosclérose était seulement une maladie lipidique, et c'est encore beaucoup une maladie lipidique. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des lipides, parce qu'ici, vous avez, si vous voulez, le mécanisme assez fondamental, simplifié, de l'inflammation vasculaire, qui passe par ce qu'on appelle l'inflammasome ici, qui est un complexe protéique, le NLRP3, et cet inflammasome, si vous voulez, déclenche l'inflammation, en particulier en activant l'interleukine 1 bêta et l'interleukine 18. Mais remarquez ici en haut de cette belle diapositive
comment, en fait, les LDL oxydés et les cristaux de cholestérol sont quand même des déclencheurs de l'inflammasome. Donc, il ne faut pas oublier que la maladie est peut-être inflammatoire, oui, mais certainement que les lipides ont quand même un rôle à jouer. Donc, ce n'est pas une maladie purement inflammatoire, c'est une maladie lipidique de l'intima media qui constitue l'athérosclérose. Et c'est assez compliqué quand on le regarde de façon fondamentale, parce que, comme vous voyez à gauche au début, il y a des facteurs endothéliaux, les VCAM, les ECAM, il y a une adhésion des cellules au niveau de l'endothélium pour former éventuellement des cellules spumeuses par l'intégration du cholestérol. Et il y a différents marqueurs inflammatoires que l'on peut mesurer. Certains sont disponibles en clinique, la plupart ne le sont pas, mais il y a une espèce de cascade progressive avant qu'il se produise, par exemple, un pool lipidique et une nécrose de la paroi ou une rupture de la paroi avec les métalloprotéinases. Donc, on part d'une activation endothéliale, en partie médiée par les lipides, vers une maladie plus intégrative qui inclut l'inflammation et en particulier le complexe qu'on appelle inflammasome, pour ensuite se terminer par des accidents thrombotiques. Et c'est ici que les antithrombotiques vont avoir un impact. Encore une fois, une diapositive qui permet de résumer dans le temps l'activation des différents facteurs, dont l'interleukine 1 et certainement avec l'interleukine 18, les marqueurs inflammatoires les plus importants. L'interleukine 1, comme on va le voir dans la diapositive qui va suivre, mène à l'interleukine 6, qui mène à la production hépatique de CRP. Ensuite, l'adhésion des macrophages se fait via les sélectines, mais la déstabilisation des plaques se fait via d'autres marqueurs et des métalloprotéinases. Puis on a, dans le décours de ceci, plus la maladie est aiguë et chronique, on va voir apparaître des marqueurs plus courants qui sont la CRP et le fibrinogène, par exemple, qui vont augmenter. Et en résumé, d'où vient la CRP, la fameuse CRP qui est un marqueur inflammatoire? Bien, au point de départ, donc, c'est l'interleukine 1 qui va être produite par le vaisseau, mais aussi par le tissu gras et en particulier par l'obésité abdominale qui va mener à la production d'interleukine 6 et cette interleukine pléomorphique qui mène au niveau du foie à la synthèse de certains facteurs de marqueurs inflammatoires comme la CRP. Alors, vous voyez que l'inflammation, là, si vous l'avez peut-être commencé à le deviner, n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut bloquer avec des médicaments, mais avec de l'exercice, des manœuvres non pharmacologiques dont Christine va nous parler, parce qu'en réduisant l'obésité abdominale, on réduit l'inflammation. C'est très intéressant. Maintenant, sur le plan clinique, les incidents les plus graves, donc dans une phase plus avancée, sont les mécanismes thrombotiques. En général, sur une plaque athérosclérotique stable, la fibrinolyse à gauche et la coagulation sont bien partagées et il n'y a pas de rupture de plaque. Donc, les patients peuvent claudiquer, peuvent avoir de l'angine chronique, avoir une sténose carotidienne asymptomatique, mais c'est seulement quand il y a rupture de la plaque, et là, il y a un débalancement où la coagulation va l'emporter sur la fibrinolyse. Et c'est là que les anticoagulants et ou les antiplaquettaires ont un rôle dans l'athérosclérose. C'est un rôle tardif. L'aspirine, donc, vous pouvez le comprendre, dans les phases précoces d'athérosclérose, n'a à peu près aucun intérêt. C'est pour ça qu'en maladie artérielle asymptomatique, on ne prescrit presque plus d'aspirine. On réserve l'aspirine aux gens qui sont symptomatiques et surtout ceux qui ont développé des accidents thrombotiques. Maintenant, les facteurs de risque sont nombreux. Les principaux sont le diabète, l'hypertension, le cholestérol et le tabagisme. Ça, c'est encore vrai, mais il y en a quelques-uns qui vont s'y greffer et c'est ce qui, dans l'ensemble, va mener aux manifestations antithrombotiques. Mais ce que vous avez appris depuis longtemps,
le diabète, l'hypertension, le cholestérol et le tabagisme demeurent vrais. Ce sont les 4 plus grands facteurs de risque, mais qui sont comme influencés par la diète et l'exercice indirectement. J'ai préparé cette diapositive-ci qui résume un peu comment on devrait voir l'athérosclérose et l'athérothrombose. Alors, en haut de la diapositive, l'ancien concept d'athérosclérose est aussi vrai, mais dans les 25 dernières années est apparu le concept de l'athérothrombose avec les ruptures de plaques. Et ceci, mettons, complique l'intima média qui s'épaissit et une plaque, c'est la sténose qui s'ulcère pour devenir une thrombose. Puis les facteurs de risque traditionnels sont vrais, mais si on avait à les catégoriser, on dirait que les facteurs endothéliaux sont surtout importants dans le début de l'athérosclérose, suivis des facteurs inflammatoires assez rapidement. Et dans une phase ultime de l'athérosclérose, ce sont les facteurs procoagulants qui vont prédominer et mener aux incidents cliniques. Ça, c'est, si vous voulez, le big picture, comme diraient les Anglais, de l'athérosclérose. Ça me mène maintenant de façon plus pratique à parler des grands syndromes vasculaires. Donc, pour les patients, pour résumer les diapositives qui précèdent, qui me demandent c'est quoi l'athérosclérose, je leur dis que c'est une maladie des vaisseaux où il y a du cholestérol qui est intégré dans la paroi, qui commence à les bloquer, mais qui a aussi de l'inflammation. Et s'ils me demandent comment je peux jouer sur l'inflammation, bien, une des façons, c'est l'exercice et la nourriture avant même de parler des médicaments. Bon, ceci dit, parlons maintenant des antithrombotiques dans la maladie artérielle périphérique, la maladie coronarienne et la maladie cérébrovasculaire. On peut agir à plusieurs niveaux puisqu'il y a de l'inflammation, il y a une déposition de lipides et une maladie thrombotique. Avec les antithrombotiques, on va principalement agir sur la dernière phase ou la phase la plus importante, qui n'est pas la phase asymptomatique, mais la phase plutôt symptomatique. Un registre auquel nous avons participé mondialement. Ici au Canada, j'étais le coordonnateur canadien, était le registre REACH, où on a de façon prospective regardé quels étaient les facteurs de risque cardiovasculaire dans des bureaux de médecins et des spécialistes. Et on s'est rendu compte que le gros de la maladie vasculaire rencontrée en clinique, comme vous pouvez vous en douter, c'est la maladie coronarienne, suivie de la maladie cérébrovasculaire qui est à droite en vert, et finalement la maladie artérielle. Notez que certains patients ont malheureusement une atteinte de 2, voire même parfois de 3 territoires vasculaires. Et comme on va le voir dans les diapositives suivantes, ceci a des conséquences. Dans le registre REACH, on a voulu aussi savoir quel était l'impact de nombreux facteurs de risque combinés chez des patients asymptomatiques. La morale de l'histoire, je vais vous le dire tout de suite, quand on a des facteurs de risque, bien sûr, on va présenter des incidents vasculaires, mais jamais autant que quelqu'un qui a déjà été symptomatique. Alors, si on regarde la population à la base de notre clientèle, ce qui est reflété dans la diapositive précédente, c'est la maladie coronarienne est fréquente, cérébrovasculaire et artérielle périphérique, probablement sous-diagnostiquée. Mais il y a des patients qui ont une maladie polyvasculaire et c'est en fait 15% d'entre eux dans la cohorte REACH. Et si on regarde maintenant à 1 an les événements cardiovasculaires, on voit que chez les patients qui n'ont que des facteurs de risque, le taux d'événement est bas, mais aussitôt que les patients sont symptomatiques dans 1, voire 2, voire 3 lits vasculaires, on va doubler à même tripler la maladie cardiovasculaire, par exemple la mortalité. Plus il y a de lits vasculaires touchés, on va doubler le nombre d'infarctus, on va au moins doubler le taux d'AVC et quand il y a aussi un regard porté sur la triple issue vasculaire, la mortalité, l'infarctus et l'AVC, plus il y a de lits vasculaires atteints, plus le patient a d'événements cardiovasculaires. Et si on s'intéresse par exemple, à l'AVC, mais les patients qui ont le plus de chances de faire des AVC, c'est ceux qui en ont déjà fait.
Mais la mortalité vasculaire la plus élevée est dans la maladie artérielle périphérique. Donc, à ne pas sous-estimer, puisque que ce soit un patient qui a une maladie coronarienne, périphérique ou cérébrovasculaire, ce sont tous des patients à haut risque. Et donc, en résumé, si ces patients à haut risque ont plus qu'un territoire symptomatique, ils doublent leurs incidents vasculaires, d'où l'intérêt d'être très agressif avec de tels patients. À 3 ans, on a noté dans le monde et aussi au Canada, parce que notre cohorte canadienne qui était importante reflète ce que vous voyez ici. On voit que les patients, en gros donc, que l'on regarde les décès vasculaires, la triple issue vasculaire et aussi la réhospitalisation, on constate que plus de territoires vasculaires sont atteints, plus il y a de conséquences. Alors, quelles sont les approches antithrombotiques pour chaque domaine? Bon, récemment, juste à titre informatif, parce que c'est coloré, à la Société européenne de cardiologie, on a regardé tous les essais cliniques majeurs qui ont été faits. Et bien entendu, je vais vous les résumer. Et vous constatez que ça commence avec le clopidogrel chez les patients symptomatiques avec Capri, la combinaison clopidogrel et aspirine dans la très grosse étude Charisma, puis plus récemment, clopidogrel comparé avec ticagrelor dans l'étude Euclide, qu'on a fait entre autres à l'Institut de cardiologie, et l'étude Compass ou l'étude Voyageur chez les patients qui ont été opérés. On a toute une cascade d'études depuis 1996 qui ont en fait rajouté à l'aspirine. Parallèlement, l'aspirine a aussi été utilisée dans la maladie artérielle périphérique asymptomatique, et je vous le dis tout simplement, quand les patients sont asymptomatiques, le bénéfice de l'aspirine est négligeable, voire même nul. La Société européenne de cardiologie a même fait ce type de tableau où, en fonction du lit vasculaire atteint, il y a des choix thérapeutiques. On va juste s'arrêter à Lower Extremity Arterial Disease, où, pour les Européens, le meilleur traitement est le rivaroxaban additionné à l'aspirine. Chez les patients asymptomatiques, il n'y a pas de traitement recommandé, reflétant la littérature des dernières années où l'aspirine n'est pas utile en prévention primaire. Une petite diapositive qui me vient de Sonia Anand en particulier, qui résume encore les différentes études. Je veux simplement vous montrer à droite que quand on combine des anticoagulants, des antiplaquettaires, et la meilleure étude à cet effet était l'étude WAVE dans la maladie artérielle périphérique. Il n'y a pas vraiment de gain ischémique, mais on augmente les segments. En général, c'est assez simple. Avec un antiplaquettaire, on saigne peu. Avec 2 antiplaquettaires, on saigne plus. Puis avec un anticoagulant et un antiplaquettaire, on saigne encore plus. C'est donc des combinaisons à utiliser uniquement s'il y a une indication claire. Nous venons de publier en 2022 à la Société canadienne de cardiologie les guidelines sur l'athérosclérose et nous avons utilisé la classification de problèmes PICO, là, qui est Population, Intervention, Comparative et Outcome. On a utilisé la revue de la littérature de McMaster pour être sûr de rien oublier et on a gradé toutes nos recommandations en fonction de l'échelle grade. Personnellement, j'étais responsable de la section tabagisme. Auparavant, j'avais été responsable de la section diagnostic. Et donc, pour la maladie artérielle périphérique, le résumé du consensus canadien est que pour un patient asymptomatique, il n'y a pas lieu de donner d'antithrombotique. On est incapable de démontrer avant la phase thrombotique, donc, qu'il y a une utilité. Pour les patients qui sont à haut risque de saignement, on ne devrait donner qu'un antiplaquettaire, ce qui reflète la diapositive qui précédait. Quand on donne 2 agents, ça saigne plus. Puis si on est pour utiliser la monothérapie, un élément important qui nous vient de l'étude Capri de 1996, c'est que le clopidogrel est en fait l'agent de choix en maladie artérielle périphérique. Pour les patients artériels périphériques qui sont à haut risque
de cardiovasculaire ou à haut risque au niveau des membres inférieurs, mais qui ont un risque de segment bas, le traitement recommandé, c'est le traitement qui avait été démontré efficace dans COMPASS, c'est l'aspirine combinée avec le rivaroxaban, la mini-dose 2,5 mg 2 fois par jour. Mais si le patient n'est pas à haut risque cardiovasculaire, on peut donner cette combinaison, c'est quand même la meilleure, ou on peut s'en tenir à une monothérapie qui peut être ou l'aspirine ou le clopidogrel, sachant que le clopidogrel est quand même meilleur. Mais si le patient est à haut risque et qu'il y a une contre-indication au rivaroxaban, m'apparaît très rare, les allergies au rivaroxaban, à date, j'en ai pas vu. L'aspirine plus le clopidogrel serait une bonne alternative et une surprise du consensus canadien qui n'est pas dans la monographie du produit. C'est l'alternative à l'aspirine et le clopidogrel serait l'aspirine et le ticagrelor qui est approuvé pour la maladie coronarienne seulement au Canada. Mais quand même, le consensus canadien a proposé cette alternative. Pour la maladie coronarienne maintenant, même chose. Si le patient est asymptomatique, il n'y a pas d'antithrombotique qui est requis parce qu'une maladie coronarienne qui a été, par exemple, découverte lors d'un scan cardiaque, si le patient n'est pas symptomatique, il n'y a pas de bénéfice. Mais en fait, c'est assez simple. Hein? Quand les gens ont une maladie vasculaire symptomatique, le taux d'incident vasculaire annuel, c'est autour de 4 à 5 4 à 5 pour les artérielles périphériques, 4 à 5 pour la maladie coronarienne, puis 5 à 6 pour la maladie vasculaire cérébrale. Quand les gens sont asymptomatiques, le taux annuel d'événements est au moins 2 fois plus bas, 2 Alors, vous imaginez que si vous avez seulement 2 d'événements annuels par rapport à 4 ou 5, mais l'efficacité de l'aspirine, qui est une pilule à 25 devient plus statistiquement significative, ou du moins perd beaucoup de son intérêt. Pour les patients qui ont une angine stable, donc qui n'ont pas d'infarctus ou de syndrome angineux accéléré et récent, les traitements recommandés par le consensus canadien de cardiologie, là j'ai adapté ça 2011, 2013, 2019, c'est l'aspirine ou le clopidogrel ou l'aspirine combinée avec le rivaroxaban. Bien entendu, dans l'angine instable ou le non-STEMI, là, on tombe aux recommandations de la Société canadienne de cardiologie. Comme vous le savez, au point de départ, c'est de l'aspirine avec ticagrelor ou encore du clopidogrel pour 1 mois à 1 an, dépendamment des situations, puis je ne rentrerai pas dans le détail, avec la possibilité d'étendre un autre 3 ans, en particulier avec le ticagrelor, vu l'excellente étude et la monographie qui le permet, selon le risque de segment. Puis après cette période initiale, soit qu'on retourne à l'aspirine ou à l'aspirine combinée avec le rivaroxaban, 2,5 mg 2 fois par jour. Pour le STEMI, c'est un petit peu différent pour les infarctus 30 neuro, surtout s'il y a eu revascularisation. À la limite, c'est plus simple. C'est de l'aspirine ou du clopidogrel ou encore, à nouveau, la combinaison aspirine-rivaroxaban à petite dose. 2 diapositives simplement que vous retrouverez sur le site de la Société canadienne de cardiologie qui reflète le consensus 2018 avant que COMPASS ou Voyageur soient publiés, où les choses que je viens de vous dire sont, si vous voulez, dans un tableau résumé. Vous voyez que surtout dans la période initiale, si le patient n'est pas à haut risque de segment, on va donner 2 antiplaquettaires pour au moins 6 mois. Puis ensuite, pour les patients à plus haut risque, on va additionner un autre 2 à 3 ans, soit avec du clopidogrel ou du ticagrelor. Mais quand les patients sont à haut risque, vous savez que la tendance moderne à haut risque de segment, donc, c'est d'arrêter les doubles antibiothérapies à 1 ou 3 mois, surtout avec les stents modernes. Souvent, 1 mois est suffisant chez des patients qui sont à haut risque de segment. Ça, c'est le consensus canadien 2018 avant COMPASS. Pour les patients qui ont des STEMI ou des non-STEMI, comme vous le voyez ici, c'est les doubles antiplaquettaires jusqu'à 3 ans, comme je l'avais mentionné,
au Canada, on va privilégier aspirine et ticagrelor. Remarquez que le ticagrelor, ici, contrairement à la première année, c'est une dose un peu réduite de 60 mg et non pas 90 2 fois par jour. Vous retrouverez tout ceci sur le site de la Société canadienne de cardiologie ou de façon beaucoup plus simple sur le site de Thrombose Canada parce que nous avons 51 ou 56 guides cliniques, tous maintenant traduits en français, qui résument tout ceci avec des mises à jour annuelles. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, juste à regarder Thrombose Canada, vous téléchargez l'application sur votre téléphone cellulaire, c'est gratuit. La maladie vasculaire cérébrale, même chose, contrairement aux Européens, on ne recommande pas d'antithrombotiques dans la maladie asymptomatique. C'est un peu discutable. Il y a une étude qui a démontré que dans la maladie carotidienne asymptomatique, les Européens auraient tendance à recommander de l'aspirine. Ça, c'est le consensus canadien 2020. C'est ce qu'on fait ici au pays. Pour les patients qui ont un accident ischémique à bas risque, c'est l'aspirine ou le clopidogrel ou l'ancienne combinaison qui commence à être démodée, l'aspirine avec le dipyridamol, 2 fois par jour. Chez les patients qui sont à plus haut risque, le consensus canadien recommande pour 3 semaines la combinaison aspirine et clopidogrel. Vous allez trouver dans la littérature 3 ou 4 semaines. D'ailleurs, il y a une combinaison recommandée qui est aspirine ou ticagrelor. À la place du clopidogrel, le ticagrelor pour 4 semaines, mais ce n'est pas dans la monographie du produit. Donc, ce qui est le standard réel canadien actuel, c'est aspirine et clopidogrel pour 3 à 4 semaines, puis ensuite l'aspirine ou le clopidogrel ou la combinaison, l'ancienne, aspirine et dipyridamol, qui est un 2 fois par jour. Si le patient a une maladie coronarienne ou une maladie artérielle associé, donc un patient à plus haut risque, comme dans notre registre REACH, on va plutôt, après le premier mois de bithérapie, recommander non pas aspirine et clopidogrel, mais aspirine et rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour. Je n'ai pas mentionné les doses d'aspirine qui devraient être 80 mg partout. Si le patient a une combinaison, c'est la dernière diapositive sur laquelle je vais vous laisser avant les références. Quand il y a coexistence, il faut vraiment savoir que le patient est à plus haut risque. Donc, le risque d'événement annuel ne sera pas 4 à 5 %, il va être pas loin de 8 %. Les patients qui sont des bi- ou des trivasculaires sont des patients à plus haut risque. En fait, un patient trivasculaire a quasiment le même risque annuel que quelqu'un qui fait de l'angine instable, dont le risque annuel d'événement contemporain actuellement est autour de 8 à 9 %. Donc, quand il y a coexistence, vous avez dans votre bureau un patient à haut risque. Puis s'il y a un choix de traitement antithrombotique à prioriser dans une telle situation, c'est simple. On considère la situation la plus récente. Puis récente, ça veut dire en dedans de 1 an. C'est pas pour rien que les grandes sociétés savantes, par exemple, Société canadienne de cardiologie, pour les situations de stent ou d'angine instable, vous voyez souvent la première année, le premier 12 mois. Et beaucoup d'études avec les antiflocataires ont été faites dans cette mentalité que les événements sont plus importants la première année. Et c'est vrai. Donc, on va considérer si le patient est un bi- ou un trivasculaire, la condition la plus récemment aiguë, mais après la première année, les patients sont pas mal tous ex aequo. Et donc, après la double thérapie, par exemple, qui serait dans le cas de la maladie vasculaire cérébrale après le premier mois, ou après la maladie coronarienne, grossièrement après la première année, et ça peut aller à 3-4, le traitement à privilégier, si le patient est à risque de saignement non élevé, c'est la nouvelle combinaison d'aspirine 80 mg avec le rivaroxaban 2,5 2 fois par jour. Et je mentionne ici que le rivaroxaban à cette dose-là n'est absolument pas anticoagulant, ne traite et ne prévient aucunement les phlébites ni la fibrillation auriculaire. C'est en fait une dose qu'on ne devrait même pas dire anticoagulation à basse dose parce que le rivaroxaban à cette dose-là
Son mécanisme, c'est de bloquer l'activation plaquettaire induite par la thrombine. Le rivaroxaban à 2,5 mg 2 fois par jour, c'est en fait un antiplaquettaire. Ça ressemble presque au clopidogrel, qui d'ailleurs, combiné avec l'aspirine dans l'étude Carisma, fonctionnait. Et donc, l'aspirine rivaroxaban est, par la monographie du produit, un traitement à privilégier en maladie coronarienne ou artérielle périphérique. Au Québec, il y a une limitation importante, en ce sens que l'INES reconnaît cette prescription-là si le patient est coronarien avec maladie artérielle périphérique. C'est beaucoup plus limitatif et ça vise probablement à sélectionner des patients à plus haut risque, des bivasculaires, pour peut-être mieux justifier le risque, parce qu'actuellement, même si le rivaroxaban pourrait être générique, que je sache aujourd'hui, il n'y a pas encore de générique commercialement disponible. Les références, celle que je vous recommande en premier est probablement Thrombose Canada, puisque comme vous le voyez à droite, nous avons une application clinique que vous allez pouvoir télécharger, que vous soyez sur Android ou iOS. Et puis, ceci mène, ce que vous voyez à droite, à nos guides cliniques français ou anglais, mais aussi à nos outils diagnostiques, comme pour la thrombophlébite. Et ceci vous permet de trouver la conduite simplifiée, parce que ces conduites dans Thrombose Canada ont été écrites dans le but d'être applicables facilement. Vous pouvez donc trouver ce qu'il faut faire avec vos patients de façon moderne, canadienne et légalement acceptable. Bien sûr, la Société canadienne de cardiologie, pour ce qui est de la maladie coronarienne et même maintenant de la maladie artérielle périphérique, publie des guidelines, mais qui ne sont pas nécessairement mis à jour sur une base annuelle. Finalement, bien sûr, toutes les conférences qui sont offertes par la SSVQ sont disponibles sur notre site, comme notre président Michel Vallée l'a dit tout à l'heure. Donc, venez nous voir souvent. On travaille fort pour que notre site web puisse répondre à vos besoins éducatifs. Et à ce stade-ci, j'ai pris environ 35 minutes, donc je suis un peu en avance. Pierre, je te laisse la parole pour gérer les questions et les commentaires. Merci beaucoup, Dr. Roussin. Ce qu'on va faire, c'est la structure du programme. Là, on va profiter, on va enchaîner avec Christine Lapointe, avec Mme Lapointe, notre deuxième conférencière. Mais on s'en va, c'est correct. Puis, à la toute fin, on va revenir ensemble, là, puis les questions sont adressées là, aux deux conférenciers. Merci infiniment. Là. C'était une excellente présentation. Donc, je prends juste un petit moment là, pour présenter Christine Lapointe. Christine Lapointe, on a la chance d'avoir une des premières infirmières praticiennes qui a été formée au Québec. Vous allez voir, elle a l'air jeune encore, même si je dis une des premières. Donc, elle est infirmière praticienne à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle a fait son bac en soins infirmiers à l'Université de Montréal, puis elle est infirmière praticienne depuis 16 ans. Depuis 14 ans, elle est impliquée dans la formation dans les soins infirmiers au niveau universitaire. Puis, ça fait pas très longtemps, elle a un poste maintenant de professeure adjointe à la faculté des soins infirmiers de l'Université de Montréal. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Christine Lapointe qui va poursuivre cette présentation là, sur l'athérosclérose. Bon, merci, Dr. Bocage, c'est gentil, de cette belle présentation. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du troisième objectif de la conférence, qui est des approches non pharmacologiques. Et là, je vais essayer de rentrer ça en 20 minutes. C'est certain qu'on pourrait faire peut-être 2-3 webinaires juste là-dessus, sur ce sujet-là, mais je vais essayer de faire ça résumé. Donc, là, j'essaie de partager mon écran. Voilà. C'est mes conflits d'intérêts. Je n'ai rien là en lien avec la conférence d'aujourd'hui, donc je vous laisse quelques secondes pour les lire.
Voilà. Donc, je vous rappelle les grands syndromes athérosclérotiques là, que Dr Roussin vous a parlé, la maladie artérielle périphérique, la maladie MCAS et la maladie cérébrale vasculaire. Donc, autant qu'on a des traitements pharmacologiques, il y a aussi l'approche non pharmacologique là, qui est de plus en plus étudiée, prouvée scientifiquement. On va en parler un petit peu pour chaque syndrome. Puis ensuite, on va voir un peu comment on aborde ces modifications d'habitude de vie avec nos patients. Donc, je ne vous apprends rien. Je vais juste descendre un petit peu les visages. Parfait. Donc, je ne vous apprends rien, mais l'ensemble des sociétés savantes, des lignes directrices, des pratiques exemplaires, des lignes cliniques, des opinions d'experts s'entendent tous pour dire que avec les grands syndromes athérosclérotiques, là, les approches non pharmacologiques sont importantes. Donc, est-ce que les mêmes habitudes de vie sont aussi importantes pour la maladie artérielle périphérique que pour la maladie cérébrale vasculaire? Donc, j'ai fait une petite dernière revision là, de la dernière littérature sur le sujet. Donc, je vais vous la partager. Puis ensuite, on verra un peu plus la partie modification de comportement. Donc, si on prend la maladie artérielle périphérique, donc j'ai un petit peu les mêmes sources là, que Dr Roussin. Donc, la Société canadienne de cardiologie en 2022, donc cette année, a mis un peu à jour ses recommandations en approche non pharmacologique de la prise en charge de la maladie artérielle périphérique. Donc, ce qui vient en haut là, comme recommandation forte avec des preuves de haute qualité scientifiquement, là, c'est la cessation tabagique. Donc, le sevrage tabagique, ça revient en haut de la liste. Ensuite, le contrôle optimal de la pression artérielle par la modification des habitudes de vie. Donc, on parle ici d'alimentation, d'exercice, de gestion du poids, de réduction de l'alcool, gestion du stress. Donc, l'ensemble de ces recommandations-là de modification d'habitudes de vie ont également des preuves là, de haute qualité. Et ce qui est un des éléments les plus importants en maladie artérielle périphérique, c'est la pratique de l'exercice physique. Donc, la pratique de l'exercice physique il y a plusieurs publications à ce sujet-là là, dans la littérature. Il y a plusieurs degrés d'intensité d'exercice physique qui ont été étudiés. Ce qui a été le plus statistiquement significatif démontré, c'est les programmes d'exercice supervisés. Donc, vraiment, là, des périodes de 12 semaines environ, accompagnées par des professionnels de la santé avec des intensités de marche là, avec des pentes, des longueurs, des durées de plus en plus importantes. Donc, ça a été vraiment prouvé efficace là, pour augmenter la qualité de vie, puis augmenter la durée de la marche là, sans douleur, diminuer la claudication, donc par le fait même, là, augmenter la qualité de vie. L'exercice physique là, usuel, là, c'est sûr que la marche est recommandée en maladie artérielle périphérique, mais juste l'exercice de façon habituelle, là, 30 minutes par jour, à tous les jours, a également été étudié. Ça a été prouvé statistiquement significatif également, mais peut-être un petit peu moins là, que les programmes d'exercice là, supervisés, intensifs. Et bien sûr, l'idéal, là, dans la littérature, c'est vraiment bien démontré que si on a un patient atteint de maladie artérielle périphérique, c'est le programme intensif de 12 semaines, puis ensuite qui se poursuit avec un programme d'exercice, une pratique d'exercice plus régulière. Ensuite, pour là, je suis en train d'en sauter un. Ouais. Pour la MCAS, ici, encore une fois, par la Société canadienne de cardiologie, les recommandations fortes en modification d'habitudes de vie. Encore une fois, la cessation tabagique arrive en premier de la liste. Les activités physiques, l'atteinte le maintien du poids corporel sain, une alimentation saine, consommation modérée d'alcool, puis la durée de sommeil modérée. Donc, en MCAS, ça a bien été étudié, un petit peu moins dans les d'autres syndromes athérosclérotiques. Donc, on voit là qu'un sommeil modéré, quantité de sommeil modéré, c'est de 6 à 8 heures. Donc, pas trop de sommeil, mais pas trop peu non plus. Donc, ça a été des recommandations fortes également, puis avec des preuves de haute qualité. Pour la maladie cérébrale vasculaire. Donc, encore une fois, niveau A, on revient avec la cessation tabagique. Donc, si vous remarquez, le haut de la liste pour les 3 grands syndromes athérosclérotiques, c'est la cessation tabagique. Donc, s'il y a quelque chose peut-être à travailler avec vos patients, c'est la diminution du tabac ou puis espérer viser un sevrage tabagique complet. Ensuite, il y a l'apport de sodium diminué. Donc, idéalement,
moins de 2000 mg par jour. Une alimentation saine et équilibrée. En NCIS aussi, ça a été vraiment largement étudié. Quand on parle d'alimentation saine, qu'est-ce qu'on parle? On parle vraiment maintenant de suivre le guide canadien d'alimentation DASH méditerranéenne. C'est vraiment ce qui est suggéré. Donc, on diminue les protéines d'origine animale, on privilégie les viandes rouges surtout, on privilégie les protéines d'origine végétale, on consomme des produits laitiers mais à faible teneur en matière grasse, on va consommer des produits céréaliers mais de gré entier, on diminue ou même on enlève complètement le sel de notre alimentation et on diminue notre consommation d'alcool le plus possible. Donc, c'est vraiment les types d'alimentation qui ont été le plus étudiés. Avec des preuves de haute qualité. Ensuite, il y a l'activité physique, encore une fois, qu'on remarque là, dans la maladie cérébrale vasculaire, autant en prévention primaire qu'en prévention secondaire. Donc, il y a des belles études là, qui sont sorties dernièrement sur l'activité physique chez des gens qui ont subi un ou plusieurs AVC. C'est vraiment démontré que ça réduit le risque de récidive de maladies cérébrovasculaires. Donc, c'est super intéressant, avec des preuves de peu moins grande qualité, là, de niveau B, mais quand même bien étudiées. On retourne aussi à la consommation d'alcool. Il y a dans la maladie cérébrale vasculaire des facteurs de risque un peu plus émergents là, qui commencent à apparaître dans la littérature. Donc, on a la protection contre les infections grippales, la vaccination et la pollution atmosphérique et diminution ou même élimination des consommations de drogue à des fins récréatives. Donc, c'est un peu plus niveau B, niveau C d'évidence, mais c'est quand même des choses qu'on commence à voir apparaître dans la littérature. Donc, c'est sûr que, je pense qu'on s'entend bien qu'on doit modifier les comportements de santé chez certains de nos patients, on doit les accompagner, mais c'est efficace. Mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus à l'aise souvent en tant que professionnel de la santé de prescrire un médicament, une pilule, puis on s'attend à ce que le patient le prenne à la maison puis qu'on ait un effet. Tandis que quand on parle de modification d'habitude de vie, on parle de changement de comportement humain. Donc, quand on parle de changement de comportement humain chez nos patients, là, on tombe dans toute une autre dimension de la prise en charge thérapeutique. Donc, pourquoi c'est important de se questionner, de s'intéresser au changement de comportement en 2022? Bien, il y a pour plusieurs raisons, 3 principales. Je pense que les impacts importants des habitudes de vie sur la santé ont été bien démontrés, particulièrement en athérosclérose. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, on vient d'en parler. Il y a aussi une époque là, de surabondance d'un environnement qui facilite la consommation. Donc, tu sais, quand on parle de l'alimentation plus saine, il y a de plus en plus de restauration rapide, de repas préparés, de repas congelés. On est de moins en moins, on pratique de moins en moins d'exercices, on est de plus en plus sédentaire. Il y a beaucoup de technologies, on est facilement sur nos téléphones, sur nos tablettes. Donc, on bouge de moins en moins. On peut commander n'importe quoi maintenant sur Amazon. On n'est même pas obligé de se déplacer, de sortir de son domicile pour aller faire l'épicerie, pour aller acheter les produits de consommation de base. On peut tous faire venir par Internet. Donc, parfois, juste la petite activité physique qui encourageait vos patients à sortir pour faire l'épicerie, pour aller à la pharmacie. Mais même ça, maintenant, depuis la pandémie, plus particulièrement, mais depuis l'arrivée des technologies, c'est diminué de plus en plus. Donc, on a aussi un système de santé, j'ai pas besoin de vous le dire, sursollicité. Donc, quand on parle d'habitudes de vie, de plus saines habitudes de santé, mais on parle de prévention, aussi de la prise en charge là, du traitement des maladies, mais surtout de la prévention. Donc, si on vise la santé de nos patients, la santé populationnelle, c'est certain que ça va réduire au fil du temps la surcharge sur notre système de santé. Donc, c'est, je pense, important de se pencher, de réfléchir au changement de comportement. Les changements de comportement, là, notre rôle comme professionnel de la santé avec le patient en lien avec le système de santé a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Moi, Dr. Bocage, je dis que j'étais quand même assez jeune, donc c'est gentil. Mais ceux qui se rappellent là, de quelques décennies en arrière, donc l'attitude des professionnels de la santé était très patriarcale, était très directive. Les patients étaient passifs. On prescrivait une pilule. Si on voulait qu'ils arrêtent de fumer, on leur disait d'arrêter de fumer, puis on s'attendait qu'au prochain rendez-vous, ils nous aient écoutés, puis qu'ils aient arrêté de fumer. Donc, la relation du patient n'était pas collaborative comme maintenant, là, c'était vraiment plus directif, le patient plus passif.
Je vous dis pas, les soins étaient aussi beaucoup plus, le système de santé était beaucoup plus axé sur les soins aigus, les maladies aiguës peut-être dans ce temps-là. Je vous dis pas que c'est pas intéressant d'avoir des procès de la santé qui sont directifs dans certains moments. Je suis certain que si vous êtes inconscient, intubé aux soins intensifs, vous allez être content que votre équipe de professionnels soit directif, prenne des décisions et que vous soyez passif. Par contre, avec l'arrivée des maladies chroniques, le système de santé qui est de plus en plus axé sur de plus en plus de maladies chroniques arrivent dans notre clientèle, c'est sûr que le rôle là, des professionnels de la santé a vraiment commencé à évoluer. Après ça, on est arrivé plus dans la collaboration, donc beaucoup sûrement, là, puis même probablement que vous avez dans vos organismes, dans vos cliniques, des patients partenaires. Donc, c'est vraiment là, quand on a commencé à voir de la prévention, du traitement de maladies chroniques, on a commencé à inclure le patient un petit peu plus dans la prise en charge de ces traitements, dans les modifications d'habitudes de vie, donc ils sont devenus plus collaboratifs. Donc ça, c'est à peu près ce qui se faisait là, depuis 2-3 ans. Maintenant, dans la littérature, là, on commence à avoir des nouvelles approches. On va encore plus loin que la collaboration. On va y aller dans l'autonomie, la responsabilisation du patient, l'autonomie du patient. Donc, on va viser des comportements sains. On ne va pas viser juste l'absence des maladies, donc l'absence de la maladie chronique, mais on va vraiment plus aller dans une définition de la santé qui est plus globale, comme la définition de la santé de l'OMS, mais c'est un bien-être qui est global, bio-psycho-social, global, et pas seulement une absence de maladie. Donc, on va vraiment viser des comportements de santé sains, des objectifs de santé qui vont être déterminés par le patient et non plus par des professionnels de la santé. Donc, on progresse là, dans notre relation thérapeutique avec le patient en modification de comportement. Donc, ça, c'est facile à dire, mais comment on fait ça avec nos patients? Quelle approche on utilise? Il y en a ici beaucoup qui existent dans la littérature. Donc, vous connaissez, je vais vous en parler là, des principales qui ont été le plus étudiées. Donc, il y a l'approche de Prochaska que vous connaissez probablement. Donc, c'est un modèle qui vise à déterminer la disposition d'une personne à changer d'un comportement problématique. Donc, l'objectif, c'est d'identifier pour le patient à quelle étape il est rendu dans la modification de comportement, puis ensuite de le faire progresser d'une étape à l'autre. Mais dans cette approche-là, c'est les professionnels de la santé qui vont déterminer quel objectif de santé ils vont viser avec le patient, travailler avec le patient. Donc, si c'est un patient qui est très, très athérosclérotique, donc maladie artérielle périphérique, qui a fait un ACV, donc on va probablement viser la cessation tabagique parce que c'est dans les données, c'est ce qui a été démontré le plus efficace. Par contre, si on va dans une approche plus un entretien motivationnel, c'est une méthode qui est plus collaborative, qui est plus centrée sur le patient. Donc, le patient participe à déterminer ses objectifs de santé. Donc, on va voir avec le patient si arrêter de fumer, ça l'intéresse. Puis, on va travailler beaucoup sur la motivation intrinsèque du patient. Donc, on va intervenir sur sa conviction, sa confiance. On va identifier les croyances contraignantes, ses barrières pour changer un comportement. On va essayer d'identifier ses croyances facilitantes pour établir des stratégies qui vont soutenir les comportements de santé. Donc, ça, c'est peut-être ce que vous connaissez. Si on va à une étape de plus qui est maintenant là, apparu dans la littérature ces dernières années, on parle des approches de coaching santé. Donc, c'est une approche qui est plus d'accompagnement avec le patient, individualisé. Donc, le patient va lui-même déterminer ses objectifs. Donc, c'est peut-être un patient qui fume, mais pour lui, arrêter de fumer, c'est pas ce qui l'intéresse. Il serait peut-être plus intéressé à modifier une habitude de vie telle que la saine alimentation, faire un petit peu plus d'exercice. Donc, ça va vraiment être le patient qui décide de son objectif, puis le professionnel de la santé est là comme un professionnel partenaire et non pas le patient partenaire, ici le professionnel est partenaire. Donc, on va viser une autonomie, une responsabilisation du patient et on va mettre l'emphase là sur justement l'autonomie du patient. C'est une approche qui est basée beaucoup sur les sentiments, que les comportements, la base théorique de ça là, derrière quand on lit, c'est que les comportements de santé sont beaucoup liés aux émotions. Je vous rassure, là, ceux qui sont en coaching santé, une formation en coaching santé, c'est pas une thérapie. Là. On va pas voir les traumatismes dans l'enfance, tout ça, mais on va travailler sur les émotions en lien avec le changement de comportement. Donc, il y a quelques universités là, qui commencent à offrir pour les professionnels de la santé du coaching santé. Il y a York, Concordia, puis un petit peu plus près de chez nous, la clinique Mayo. Donc, vous allez entendre
je vous parle là, de ce qui s'en vient. Puis si jamais vous êtes intéressé à lire là-dessus puis à intervenir avec vos patients avec ce type d'approche-là, c'est vraiment ce qui s'en vient dans la modification d'approche comportementale. Il y a aussi des choses un peu plus ésotériques. Je ne les ai pas mis dans le tableau, mais il y a comme la positive health, par exemple. Si on le traduit santé positive. Donc, il y a beaucoup d'auteurs là, de l'Université de Pennsylvanie qui écrivent là-dessus. Donc, le constat théorique là, derrière cette approche-là, c'est que quand on vise sur l'optimisme, sur les bienfaits, la pensée positive en santé, dans la modification de comportement, on va réussir à accompagner davantage notre comportement, puis qu'au final, le patient va avoir des habitudes de santé plus saines. Je ne sais pas si vous avez vu la publication en 2020 là, du docteur... voyons, je ne me rappelle pas, là, à la clinique Mayo, là, du docteur Julien, voilà. Donc, du docteur Julien qui a publié que on pourrait réduire les risques cardiovasculaires de 30 à 35 en optant pour une attitude positive en santé. Donc, c'est un peu cette approche-là là, qui est derrière cette publication-là. Donc, si je reparle tantôt de mon schéma de tout à l'heure. Maintenant, vraiment, on va viser l'accompagnement des patients et plus encore que la collaboration. On va être 2 experts dans la modification de comportement. Donc, le patient va être un expert de sa santé, les comportements qu'il veut modifier. Et le professionnel de la santé est un expert de la maladie, puis il va l'accompagner dans la modification des habitudes de vie. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça en pratique? C'est pas évident. Je vous encourage à quelle méthode utiliser. Vous pouvez utiliser aussi un mix de méthodes, plusieurs méthodes conjointes, un peu comme quand vous prescrivez un traitement pharmacologique, il faut individualiser notre traitement. Donc, c'est la même chose dans l'approche non pharmacologique. Donc, si on a essayé peut-être avec notre patient une approche plus d'entretien motivationnel, puis qu'on voit que ça fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à progresser avec notre patient, mais on peut peut-être essayer quelque chose qui est plus de type coaching santé. Donc, autant qu'on individualise nos traitements pharmacologiques pour individualiser aussi notre approche en modification de comportement. Mais peu importe la modification de comportement qu'on va viser, on travaille quand même toujours sur la motivation intrinsèque. On veut que la confiance du patient. Donc, c'est toujours des grands concepts qui reviennent dans n'importe quelle approche. C'est sûr que la motivation intrinsèque, c'est d'essayer d'accompagner le patient pour qu'il se mette en action, pour qu'il ait envie de changer. Mais ensuite, souvent, les défis, c'est qu'une fois qu'on l'a motivé, que là, il veut changer, il veut débuter, il entame une modification de comportement, mais c'est comment la faire perdurer dans le temps, comment garder la motivation. Ça, c'est une autre histoire que l'approche coaching santé, là, se penche beaucoup là-dessus. Vous pouvez utiliser des questions là, de ce type-là. Si vous décidez de cesser de fumer, faire un petit peu plus d'exercice, quels seraient les avantages? Je vous donne un truc. Est-ce que vous avez déjà posé ce type de questions-là à vos patients? Vous allez avoir des réponses un peu drôles parfois. Donc, on ne s'attend pas, nous, on pense qu'il va nous dire, je vais être en meilleure santé vasculaire, mon cœur va se sentir mieux, mais c'est souvent des réponses comme, je fumerai plus, c'est bon d'arrêter. On sait tous que c'est bon d'arrêter de fumer. Donc, souvent, ils vont, puis nous, on va leur dire, oui, mais là, vous allez avoir moins de risque de faire un AVC, moins de risque de faire une récidive de votre événement cardiaque. Mais on axe encore une fois sur l'absence de la maladie, tandis que dans la littérature, c'est vraiment prouvé que si on met plus l'accent sur les comportements de santé, le positif que ça va apporter à notre patient dans sa vie quotidienne, ça va augmenter davantage la motivation intrinsèque. Donc, si vous décidiez d'arrêter de fumer, quels seraient les avantages? Là, c'est pas trop, on peut donner des exemples, mais peut-être que vos vêtements vont sentir un petit peu moins la cigarette. Peut-être que vous allez être moins obligé de sortir fréquemment pour fumer. Peut-être que quand vos petits-enfants vont venir vous visiter, vous allez leur offrir un environnement, une qualité d'air améliorée. Donc, il faut vraiment, le truc là, c'est d'axer sur le positif, sur des petits aspects pratiques de la vie quotidienne des patients qui vont pouvoir s'accrocher puis se visualiser dans un changement de comportement plus sain.
Même chose, si vous décidez de faire plus d'exercices, de marcher un petit peu plus, pourriez-vous y arriver? Donc, ça, c'est pour, avez-vous déjà pensé à? Donc, quand on veut que le patient, tu sais, nous, c'est sûr, là, on pourrait dire, en faisant ses habitudes de vie, on pourrait dire déjà, c'est bon d'arrêter de fumer, il faut manger plus sainement, couper le sel, puis il faut faire plus d'exercice, puis votre consommation d'alcool est plus que, pour un homme, plus que 14 par semaine, donc on devrait diminuer. Mais on veut vraiment éviter de donner la réponse au patient, on veut vraiment que les objectifs partent du patient, donc on peut poser ce type de questions-là. Avez-vous déjà pensé à, puis là, de discuter avec le patient, puis de voir ce qui est plus important pour lui. Donc, les constats du changement, il y en a plusieurs. Je vous en ai gardé 3 pour la fin. L'instantanéité du changement, c'est impossible. Donc, c'est impossible de changer en une visite. Une visite de suivi, on va parler du tabac, on va parler des saines habitudes de vie, de la marche. Ça se passe pas comme ça. Le changement, c'est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, plusieurs années. On a tous vu des patients là, qui essaient d'arrêter de fumer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, ils n'osent même plus nous dire qu'ils ont rechuté parce qu'ils se sentent coupables. Donc, il faut vraiment enlever ça de la relation thérapeutique avec le patient. On sait que c'est au long cours, donc c'est vraiment d'accompagner nos patients sur la route du changement. Donc, sur la route de la santé, dans le fond. Donc, le changement encore est à travers la confiance, l'importance. Donc, il faut travailler ça avec le patient. Puis le changement, dans le changement, le plus important, c'est même pas le plan ou l'objectif. C'est sûr qu'on se vise un objectif, puis c'est ça qu'on veut atteindre pour le patient. Nous, on le sait comme professionnels de la santé, mais c'est toute l'adaptation, c'est la route, c'est tous les petits changements qu'il va faire dans sa vie quotidienne qui va emmener davantage de santé. Il faut savoir que le changement, c'est 90% de rechute. Donc, c'est sûr que nos patients vont avoir des moins bonnes journées. C'est sûr qu'à un certain moment, il va manger des frites puis il va sortir son sel pour saler ses frites. Mais il faut déjà, dès la base de la relation thérapeutique, dire que ça va arriver les mauvaises journées. Ça se peut qu'il arrive des rechutes puis d'enlever la culpabilité avec le patient pour que la relation thérapeutique soit ouverte puis qu'on puisse accompagner le patient dans ses allées et retours du changement, dans ses rechutes, dans ses moins bonnes journées, pour arriver au fil des mois, des années, accompagner le patient vers une meilleure santé. Je vous laisse avec des petits proverbes. Là. Einstein dit toujours que la folie, c'est de faire la même chose, mais de s'attendre à des résultats différents. Donc, autant pour le patient qui utilise toujours la même méthode pour changer un comportement, autant pour vous qui utilisez toujours la même méthode d'accompagnement, de modification de comportement, c'est bien de proposer d'autres stratégies à votre patient. C'est bien aussi d'utiliser comme professionnel de la santé d'autres stratégies pour accompagner votre patient. Il y a aussi un grand... je lisais aussi sur le changement aujourd'hui là, pour me préparer à la présentation, puis je lisais une phrase aussi d'un grand... c'est un humaniste là, de la Renaissance. Si jamais quelqu'un le trouve, vous me direz, mais je sais c'est qui. C'est que le changement en apporte un autre. Donc, chaque petit changement est important. Donc, souvent, vous allez voir ça chez vos patients. Ils vont se mettre à faire un petit peu plus d'exercice, à bouger un peu plus. Là, ils vont se dire, là, je vais manger mieux. Là, j'ai besoin de plus de fruits et légumes. Fait qu'un changement va en apporter un autre. Donc, même si c'est pas la cigarette tout de suite, qu'on vise comme modification de comportement, peut-être juste d'aller marcher un petit 10 minutes par jour avec son animal de compagnie peut entraîner une petite modification de comportement qui va entraîner d'autres changements par la suite. Donc, c'est contagieux, le changement. Donc, autant individuellement que en groupe dans la population, vous avez tous probablement vu un patient qui arrête de fumer, puis ensuite, 2 mois plus tard, on voit que la conjointe a arrêté de fumer, ou il s'est mis à la marche, puis là, il y a un groupe de marche, les amis, la famille viennent marcher. Donc, si on travaille de façon individuelle à de meilleures habitudes de vie pour nos patients, des meilleurs comportements de santé avec nos patients, mais on travaille aussi à la santé populationnelle, à la santé de la population québécoise et canadienne. Donc, un changement peut être contagieux. Donc, en travaillant de façon individuelle avec le patient, vous travaillez aussi pour la santé générale de la population. Et voilà, c'était ma petite partie sur les changements de comportement que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci infiniment, Christine. Je pense qu'on est tout à fait dans le temps. On a encore une bonne période là, de cette conférence là, pour poser des questions puis vous entendre les deux conférenciers. Là. Je pense que
je vois les questions sortir, là. Dr Roussin a clairement, je pense, attiré l'attention quant à l'utilisation des antiplaquettaires en prévention primaire en athérosclérose chez des gens asymptomatiques. Ma première question, ça touche exactement cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on fait avec des patients où on a clairement une maladie asymptomatique, mais qui, compte tenu de recommandations peut-être plus floues antérieures, prenaient de l'aspirine, puis continuent à en prendre. Puis en fait, peut-être même Christine pourra ajouter son grain de sel parce que peut-être ça peut devenir aussi comportemental. Mais vous, qu'est-ce que vous faites, Dr Roussin, quand vous avez des patients qui aboutissent dans votre clinique, vous voyez à l'hôpital, ils prennent de l'aspirine, c'est clairement asymptomatique. Est-ce que vous allez leur laisser l'aspirine ou c'est sûr, vous allez sûrement évaluer le patient, mais j'aimerais ça vous entendre à ce sujet. Oui, bien, tu sais, j'essaie de... faut pas être catégorique avec les patients. Si la médecine évolue, puis il y a plusieurs années, l'aspirine était considérée comme utile. C'est une pilule à 25 % d'efficacité. Alors, je suis vraiment très prudent parce que de briser la crédibilité de la science médicale auprès du patient, ça peut être très contre-productif. Alors, je suis vraiment prudent, puis j'y vais par axe de priorité, puis j'aborde, quand c'est approprié, l'aspirine et je mentionne de nos jours, on ne considère plus en maladie asymptomatique que c'est vraiment utile. Et donc, les patients vont souvent vouloir cesser les médicaments, en prendre le moins possible. Et puis, ben, je vais aller dans cette ligne-là. Je fais vraiment attention pour pas contredire des anciens collègues ou me contredire moi-même, puisque j'en prescrivais il y a de nombreuses années. Mais il y a aussi l'évaluation du risque. Alors, un patient qui serait polyvasculaire asymptomatique, ça arrive, là. Sténose carotidienne, souffle au niveau des fémorales, peut-être un électro anormal, qui est diabétique, hypertendu, hyperlipidémique, obèse, inactif, sédentaire, qui dort mal. Bien, ce patient-là a peut-être un risque annuel qui n'est pas de 2 %, il s'approche peut-être du 4 %. Alors, si son risque de saignement est bas, l'aspirine pourra être continuée. Il faut que le risque de saignement soit bas. Le risque de saignement, c'est quoi? C'est principalement dans la littérature des hémorragies digestives, mais il y a malheureusement certaines études, c'est même des hémorragies intracérébrales. Donc, l'aspirine n'est pas un traitement anodin, même à 80 mg. Et donc, je suis prudent quand j'en parle avec les patients. Je leur dis en gros que ce n'est plus recommandé quand les gens n'ont pas de symptômes. Mais si les patients ont une confiance très grande, puis on voit moins ça qu'avant, ben, je vais le continuer, tout simplement. Si c'est des patients très âgés, je vais leur dire de la prendre aux 2 jours parce qu'on sait que la dose qui bloque l'activité antiplaquettaire de base, c'est 40 mg. Ça a été démontré dans le Dutch Trial sur la maladie carotidienne. Il y a aussi moyen de faire ça, de couper la dose de moitié chez des personnes âgées, un peu comme on fait en gériatrie. Merci, Dr Roussin. Christine, aurais-tu quelque chose à rajouter? C'est juste drôle parce qu'on dirait que c'est moi qui ai posé la question. Ça m'est arrivé en clinique cette semaine. C'est comme ça, typique. J'ai dit, en faisant un nouveau cas, je faisais la révision de ces médicaments, puis aspirine, totalement asymptomatique, une insuffisance rénale de base, là, c'est rien. Donc, une patiente de 88 ans qui prend. Puis là, j'ai dit, ben là, peut-être, là, maintenant, la science a évolué, vous auriez peut-être pas besoin d'aspirine. Non, moi, je prends ça depuis 45 ans, mon médecin me l'a prescrit. Donc, j'essaie d'expliquer, puis je voyais que la confiance, surtout que là, c'était notre premier rendez-vous, là, la relation thérapeutique était peut-être pas établie. Donc, j'ai regardé, j'ai présenté justement les bénéfices, les risques avec le patient, puis j'ai fini par le mettre aux 2 jours. Donc, je suis contente je suis contente que Dr Roussin, c'est pour ça que je trouvais ça drôle, je suis contente que Dr Roussin est en accord avec ma conduite. Donc, j'ai fini par le mettre aux 2 jours pour essayer justement de créer l'alliance, puis de peut-être éventuellement là, pouvoir le cesser. Mais c'est vrai que quand le lien de confiance avec des anciennes données ou avec des anciens collègues médicaux est fort, c'est difficile à briser, il faut y aller tranquillement. Donc, on présente le patient puis on y va avec ce qu'il désire. Si c'est pas trop dangereux, bien sûr. Pour continuer un peu dans ce sens-là,
On sait que la maladie rhumatoïde, là, c'est une maladie inflammatoire. Chez les patients là, en prévention primaire, Dr Roussin, pourriez-vous commenter, exemple, en spondylite ankylosante, on pourrait parler de polyarthrite rhumatoïde. Oui, c'est démontré, Pierre, que oui. l'arthrite psoriasique, puis tu as mentionné la spondylite ankylosante, et troisièmement, l'arthrite rhumatoïde, ce sont les 3 maladies inflammatoires où il y a le plus de données pour une augmentation de 50% et parfois du double, de 100% d'augmentation des événements cardiovasculaires, principalement des infarctus. Bon, de là, après c'est de l'aspirine à... Là, c'est différent. Alors, ce que l'on fait en général chez ces patients-là, ce qu'on devrait idéalement faire quand il y a une maladie inflammatoire, c'est d'évaluer la charge cardiovasculaire potentiellement que le patient a déjà. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des souffles carotidiens ou des plaques carotidiennes ou des souffles fémoraux, un électro anormal, pour voir si, d'entre tous ces patients qui ont de l'arthrite rhumatoïde spondylite, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui pourraient peut-être bénéficier de l'aspirine en prévention primaire? J'insiste pour dire qu'il n'y a pas de données. De telle façon que c'est vrai que les maladies inflammatoires augmentent le risque athérosclérotique, mais tant que le patient n'a pas été symptomatique, il n'y a pas de bonnes données, même chez ces patients-là, pour justifier l'aspirine préventive. Et mettons que ça se comprend mieux. C'est vrai qu'ils sont à plus haut risque. C'est vrai. OK. Donc, je pense que ça précise, puis j'ai l'impression, pour regarder les questions, là, vous avez sûrement répondu à plusieurs personnes parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens d'emblée qui étaient portés à en prescrire de l'aspirine sans nécessairement faire une évaluation complète. Donc, merci là, pour ce complément d'information-là. Si on parle uniquement de maladie artérielle périphérique, parce que c'est très intriguant dans l'étude COMPASS, il y avait maladie artérielle périphérique en présence de maladie coronarienne. Les indications en ce moment, ce qui est, ça peut varier d'une province à l'autre. Là, c'est sûr, moi, je travaille pas au Québec, mais je sais très bien que moi, où je suis, premièrement, je ne peux même pas prescrire avec un patient couvert par la province avec maladie artérielle périphérique et coronarienne. Ça ne sera pas accepté encore. Au Québec, ça l'est. Qu'en est-il uniquement maladie artérielle périphérique et qu'est-ce qu'on peut faire pour nos patients autre que donner une thérapie, une double thérapie antiplaquettaire? Est-ce qu'il y a des moyens de réussir à faire passer ça ou en montrant la charge? Le plus important passe par ce que Christine a dit. D'abord, en maladie artérielle périphérique, l'arrêt de la cigarette et éventuellement le contrôle du diabète, qui est le deuxième facteur de risque en importance, mais l'arrêt de la cigarette, y travailler graduellement et ce qui est le plus important, suivi d'un programme de marche, si possible supervisé, mais ce n'est pas nécessairement réaliste, donc au moins expliquer en collaboration avec le patient. Et ensuite, entre en ligne de compte l'approche pharmacologique, puis en tête de liste, ça ne sera pas l'aspirine, ça va être une statine. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique aux patients, c'est directement relié, vous baissez de 50% de LDL, vous baissez de 50% les complications. C'est la pilule la plus efficace, c'est la pilule que le consensus canadien sur la maladie artérielle et que le consensus canadien sur les lipides recommande. Donc, on devrait donner la dose maximale de statine tolérée et si le LDL demeure supérieur ou égal à 1,8, rajouter de l'ézétibine, etc. Ensuite, arrive chez le patient symptomatique l'aspirine, qui est une pilule à 25%, donc 2 fois moins efficace que les statines. Chez le patient symptomatique, là, on rajouterait l'aspirine ou le clopidogrel, qui est marginalement meilleur. Aux endroits où c'est couvert ou encore quand c'est des assurances privées, idéalement, le patient devrait être sous aspirine et rivaroxaban. Dans l'étude COMPASS, il y avait de la maladie coronarienne, de maladie artérielle périphérique et quelques patients avec maladie carotidienne, voulant dire sténose de plus de 50%, mais c'était un petit groupe. J'aimerais mieux même ne pas trop commenter ce sous-groupe qui est vraiment minime. Donc, en résumé, maladie artérielle PV, c'est l'arrêt du tabac, c'est le programme de marche, ensuite une statine, ensuite un antiplaquettaire
double si le patient a un bas risque de saignement. Et bien entendu, le contrôle des facteurs de risque, parce que Michel, sûrement, va s'attendre à ce que je parle de la haute pression. Alors, si le patient a de la haute pression, il devrait, bien entendu, être traité. Puis s'il y a un diabète, on va présumer que les ICHLT2 vont être, ou les agonistes GLP-1 vont être les molécules à prioriser en première ligne. Mais vraiment, l'arrêt du tabac, c'est important, mais c'est en même temps, malheureusement, de loin le plus difficile, avec un taux de succès qui varie de 10 à 40 même avec des gens qui sont expérimentés puis bienveillants. C'est vraiment difficile. Mais la rentabilité est grande chez des patients qui ont réussi à diminuer, voire cesser le tabac. Puis plus le temps passe après l'arrêt du tabac, plus il y a un bénéfice. Mais le patient qui a bénéficié, si vous voulez, le plus, c'est la maladie artérielle périphérique. Mais l'effet du tabac en maladie artérielle périphérique dure plus longtemps, malheureusement, que chez le coronarien puis le vasculaire cérébral. Merci. Pour toutes ces précisions-là. Là, puis je pense que vous mettez ça clair, là, votre intervention. Il y a un des membres de l'auditoire a posé une question là, très, très ciblée là, sur l'utilisation des antiplaquettaires. Si on a un patient symptomatique sur aspirine pour lequel on a intensifié le traitement avec du Plavix, avec du clopidogrel, le patient est opéré, qu'est-ce qu'on fait après en post-chirurgie? Est-ce qu'on revient à de l'aspirine? Est-ce qu'on... Évidemment, avec tout ce que vous avez dit auparavant. De chirurgie générale ou de chirurgie vasculaire? Normalement, excusez-moi. Là. Vasculaire, on revient au traitement initial. Le clopidogrel est meilleur que l'aspirine. Donc, théoriquement, on revient au clopidogrel. La seule raison pour laquelle l'aspirine serait meilleure que le clopidogrel, ce serait, par exemple, une dysplasie colique. Parce que le clopidogrel, c'est un meilleur médicament. Mais si on saigne quelque part, je ne parle pas d'une gastrite érosive par irritation des salicylates, mais si on parle d'un segment digestif bas qu'on voit souvent chez les personnes âgées par dysplasie, etc., bien, on va aller à l'aspirine plutôt qu'au clopidogrel. Il va quand même avoir moins de segments avec l'aspirine qu'avec le clopidogrel. Mais en principe, quand un patient, avant une opération, avait un traitement antiplaquettaire, une monothérapie, il n'y a pas de raison de changer de monothérapie après la chirurgie. Le patient demeure à haut risque. Un patient opéré vasculaire a un risque annuel d'événement au minimum de 4 à 8 %. Donc, il ne tombe pas à bas risque parce qu'il est opéré. On a juste corrigé sa plomberie. On n'a pas corrigé son risque cardiovasculaire. Donc, il n'y a pas lieu de downgrader ou diminuer les antiplaquettaires. Même au contraire, parce que dans Voyageur PD, c'est ce qu'on a fait. On a prescrit de l'aspirine et du rivaroxaban spécifiquement en post-intervention. On n'a pas diminué le traitement, on l'a augmenté. Ça marche. Excellent. Quelques questions qui sortent un peu là, d'un point de vue pharmacothérapeutique là, de ce qu'on a présenté, mais peut-être qu'ils valent la peine de mentionner un moment. Là. Qu'en est-il de la colchicine dans tout ça? Là? Bonne question. La colchicine a été démontrée efficace en maladie coronarienne aiguë et en maladie coronarienne chronique après la première année à la dose de 0,5 mg par jour. La colchicine ordinaire, c'est 0,6, mais il y a actuellement sur le marché une petite pilule verte de 0,5 mg qui est disponible pour ceux qui veulent absolument prescrire ça. Et ça agit sur l'inflammasome en bloquant l'architecture tubulaire, les microtubules qui sont la matrice où se forme l'inflammasome. La colchicine est un anti-inflammatoire qui agit fondamentalement sur l'inflammasome, mais dont les preuves cliniques sont reliées à la maladie coronarienne aiguë ou, plus récemment, sur la maladie coronarienne chronique après la première année. Et à 0,5 ou 0,6 mg par jour, c'est bien toléré avec une petite augmentation difficile à comprendre des pneumonies, quoique avec le canakinumab, qui est un bloqueur de l'interleukine 1B qui coûte 90 000 $ par année. On a aussi une diminution des incidents cliniques comme avec la colchicine, mais une augmentation aussi légère des pneumonies. Donc, la colchicine, c'est l'anti-inflammatoire vasculaire, le seul disponible actuellement, non reconnu
comme médicament d'exception récemment par l'INES pour des raisons que je ne trouve pas trop fortes et on considérait que la littérature n'était pas assez convaincante. Moi, personnellement, ça m'a déçu. Donc, c'est quelque chose à considérer, mais ça ne sera pas remboursé par l'INES. Et là, donc, ces données-là sont en maladie coronarienne. Est-ce qu'il y a eu quelques données en maladie artérielle périphérique? Non. Zéro. Ni vasculaire cérébrale. Donc, on peut peut-être appliquer le principe, mais ça a été démontré en maladie coronarienne aiguë. C'est normal, le risque annuel d'événement est de 4 à 9 si on parle syndrome coronarien instable. Et en maladie coronarienne chronique, après la première année, le taux d'événement est de 4,5 Je suspecte que ça marcherait probablement en maladie artérielle périphérique, mais il n'y a pas de données. Il n'y en aura peut-être jamais, parce que ça prend des très grosses cohortes pour démontrer l'efficacité. Merci. Un commentaire sur la cilostazole. Ah, le pléthane. Oui, c'est un ancien médicament qui joue sur la rhéologie des globules rouges qui est d'une efficacité globalement non reconnue. Donc, on ne l'utilise plus. Donc, peu d'importance. OK, excellent. Maintenant, c'est une question, là, je pense que Christine pourrait vraiment peut-être aborder ce point-là, là, mais qu'en est-il de, on a beaucoup de travaux, de recherches qui se fait pour mieux comprendre comment on peut traiter du point de vue pharmacologique. Y a-t-il des études, c'est une question d'un auditeur, y a-t-il des études en cours en ce moment ou des études importantes là, qui pourraient avoir un impact sur d'un point de vue des habitudes de vie, autant de la nutrition, autant, par exemple, avec modification au niveau de l'exercice. Est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui sont en vue? Oui, c'est vraiment un intérêt de recherche là, qui est de plus en plus populaire. D'ailleurs, là, si vous allez voir sur la Société canadienne de cardiologie, il présente une méta-analyse là, dans les recommandations sur les habitudes de vie, les comportements de santé. Vous allez pouvoir voir qu'il présente plusieurs études très intéressantes, dont une de méta-analyse qui fait vraiment là, une revue de la littérature sur les différentes habitudes de vie, leur efficacité. Il parle du tabac, il parle de la cessation tabagique accompagnée avec des professionnels de la santé, donc seul versus accompagné avec des gens, là, des professionnels pour les accompagner dans le changement. Donc oui, il y a des méta-analyses très, très intéressantes qui viennent d'être publiées là, dans la dernière année. Puis, ce champ de recherche-là, là, si vous cherchez de la littérature dans le domaine, vous allez en voir, là, il en sort de plus en plus. Donc, en athérosclérose, c'est particulièrement un domaine de la santé là, qui a de plus en plus... Tu sais, il y a aussi en pneumo là, qui en a un petit peu... mais en athérosclérose, là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup parce que c'est là que les habitudes de vie ont été le plus étudiées là, jusqu'à présent. Donc, il y en a sur le tabac, il y en a sur l'exercice. Il y en a sur l'exercice. J'ai lu une étude aussi dernièrement là, qui était très intéressante qui parlait de l'exercice sans même qu'il y avait un bénéfice au niveau de la santé sur l'hypertension, sur les risques cardiovasculaires et même sans perte de poids. Tu sais, donc, souvent, on pense qu'on fait de l'exercice pour perdre du poids. Donc, oui, on fait de l'exercice si ça va probablement nous entraîner une perte de poids qui va être graduelle puis qui va nous permettre de maintenir une perte de poids. Mais il y a vraiment, comme disait le Dr. Roussin, là, un effet au niveau de l'inflammation seulement avec l'exercice, une diminution de l'inflammation qui va jouer sur les facteurs de risque cardiovasculaire puis qui vont entraîner des effets bénéfiques statistiquement significatifs, même sans perte de poids. Donc, il y a vraiment de la littérature super intéressante sur le sujet. Donc, on pense souvent que c'est pas étudié ou que c'est pas prouvé. Mais si vous cherchez, puis allez voir sur la Société canadienne de cardiologie, là, il y a plusieurs études intéressantes sur le sujet. Je te remercie, Christine, de mentionner à nouveau que l'exercice est un anti-inflammatoire gratuit et qui agit par de nombreux mécanismes, dont un est la réduction de la graisse abdominale, du tour de taille que Dr. Poirier de Québec a bien fait connaître. Et donc, plutôt que de la colchicine en première intention, certainement qu'un programme d'exercice est à recommander. Puis quand les patients demandent ce que je peux faire pour l'inflammation, s'il y a lu là-dessus, bien, il y a ça. Merci de cet ajout, Dr. Roussin.
Moi, je veux juste me permettre de faire un commentaire parce que à la toute fin, Christine a mentionné, souvent, on va essayer de prendre les patients et les amener à faire des petits changements qui vont peut-être avoir des répercussions ailleurs, comme entre autres sur la cessation tabagique. Pour avoir moi-même participé à une étude quand j'étais étudiant en médecine à l'hôpital Sacré-Cœur sur la cessation tabagique chez les patients MPOC, on voyait clairement que les patients qui étaient engagés dans les programmes de réadaptation, même s'ils fumaient encore, le fait de modifier leurs habitudes de vie et impliqués dans un entraînement par l'exercice physique stimulait davantage, et c'était significatif, la cessation de tabac. Donc, ça va clairement là, avec ce que tu mentionnes. Puis, je pense qu'il faut les accompagner, il faut être empathique. Puis, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est l'habitude de vie la plus difficile à modifier. Donc, même si on sait que c'est la plus efficace scientifiquement, on peut justement commencer par des autres objectifs, d'autres petites habitudes de vie qui sont peut-être plus faciles pour le patient à intégrer dans la vie quotidienne. Puis, on sait qu'éventuellement, avec les années, probablement que par la bande, on va arriver à peut-être intégrer une cessation tabagique ou tout du moins une diminution du tabac. Fait on n'est pas, oui, on vise la cessation tabagique complète, mais juste une diminution du tabac, du nombre de cigarettes par jour a été aussi prouvé efficace. Donc, oui, des fois, on prend un chemin détourné pour arriver à notre objectif. Dans ce sens-là, avez-vous, il y a un auditeur qui pose la question, avez-vous une formation de coaching qui est possible pour les médecins, pour les infirmières praticiens, les infirmières? Oui, il y a de plus en plus de professionnels qui vont se former en coaching santé. C'est encore très embryonnaire. Là, je vous ai parlé un peu de ce qui s'en vient dans le domaine, mais on peut aller se faire former en coaching santé. Moi, je lis beaucoup là-dessus. Là. Je ne suis pas encore inscrite dans une formation, mais peut-être un jour, j'aimerais ça. Donc, il y a l'Université de York, Concordia, pas Concordia, mais... je l'ai même pris en note parce que ça m'intéressait. Puis il y a aussi la clinique Mayo ici qui offre des plus petites formations en coaching santé, mais pour les professionnels. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est ça. York, Concordia puis la Mayo Clinique qui offre des formations spécifiquement aux professionnels de la santé. Pour l'instant, c'est ce qui est disponible actuellement, mais ça s'en vient là, de plus en plus étudié, de plus en plus discuté. Donc, je suis sûre qu'il va y avoir d'autres là, qui vont se former graduellement. Excellent. Donc, suivre sur le web là, en tapant coaching, là, je suis persuadé que les gens vont pouvoir voir les choses apparaître. Si on revient à la pharmacothérapie, une courte question, le docteur Roussin. Que faites-vous avec les patients? Là, vous mentionnez finalement que le rivaroxaban 2,5 2 fois par jour, là, ce n'est pas en fait un anticoagulant, mais sous cette forme, on se retrouve avec un effet antiplaquettaire. Comment vous gérez ça en pré-op, quelqu'un qui rentre pour une chirurgie quelconque? Oui, bien, la demi-vie du rivaroxaban, c'est 12 heures. La dose est 4 fois plus basse que la dose thérapeutique. Là, parce que ça fait 5 mg par jour plutôt que 20. Donc, théoriquement, on pourrait ne pas arrêter les rivaroxaban. Mais vu les craintes, les inquiétudes, les interrogations, en général, je vais faire comme si le patient avait une pleine dose. Comme ça, tout le monde est content. Là. Dont les gastro-entérologues qui font des scopies. Là. C'est ce qui m'arrive le plus souvent. Puis je l'arrête au moins une journée avant. Et si je vois que ça crée des problèmes, j'arrête 2 jours avant. Exactement comme la pleine dose. Comme ça, tout le monde est content. Puis... Parce que quand on est rendu à prescrire ça, c'est parce qu'on est en maladie chronique. Donc, le taux annuel d'événements est quand même plus bas que dans la première année. Donc, une interruption de quelques jours, c'est à la limite insignifiant. Alors, je ne m'oppose pas aux arrêts, même si les doses sont vraiment basses. Ce n'est pas homéopathique, mais c'est bas. Autrement dit, les gens ont très peu de segments avec cette combinaison-là. Quand on voit des gens avec 2 antiplaquettaires en maladie coronarienne, aspirine, clopidogrel ou aspirine et prasugrel ou ticagrelor, ils ont des hématomes spontanés. Témès sous aspirine et rivaroxaban, il n'y en a plus. Donc, le niveau de segment est clairement plus bas. N'empêche que j'arrête 1 à 2 jours quand même. Parfait. Merci infiniment. Merci, Dr. Roussin et Mme Christine Lapointe là, pour votre présentation et aussi vos
vos interventions. Je pense que vous avez aiguillé l'auditoire. Ça met fin à notre première présentation sur l'athérosclérose.